On retrouve donc dans un premier temps Kevin Jérôme Everson pour une discussion sur le film The INS of Lives. Merci Kevin d'être avec nous pour cette discussion. Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous parler un peu de votre rencontre avec Jalil Gardner, le patineur qu'on voit dans le film, et de la façon dont il a reçu votre projet de le filmer? Thank you very much for being with us. Could you tell us a little bit about your meeting with a rollerblader in your film and how he encountered your project? Say that again. I can barely hear you. Say that again. Can you hear me now? Yeah, yeah. Okay, go again. Yeah. Could you tell us about how you met the rollerblader in the film and what the encounter was with the project that you brought with him? Yeah, the rollerblader was a friend of an ex-student of mine. So I asked an ex-student of mine if he could rollerblade, and he said no. So you know anybody? And so we told him to drive up to Washington, D.C., and then I met him, and then so we just started filming him there. So he was just a friend of an ex-student of mine, yeah. Donc c'était l'ami d'un ancien étudiant à moi, à qui j'avais d'abord demandé s'il savait patiner, il ne savait pas. Et donc j'ai demandé s'il connaissait quelqu'un, il connaissait quelqu'un qu'on a fait venir à Washington, et ensuite on a juste commencé à tourner. En France, tout le monde ne connaît pas forcément cette 16e rue de Washington sur laquelle vous avez filmé. Et on aimerait savoir quel genre d'agora public peut-être c'est ou c'est devenu. So in France, not everybody is aware of the 16th Street in Washington where you filmed. So could you tell us a little bit about that space and maybe the agora that it became or still is? Yeah, that was I mean, I don't know much about Washington D.C., but they painted. It's like that area is called Black Lives Matter Plaza now. They painted the letters in yellow, and now it becomes almost like a kind of a park now in a weird way. Well, I don't know if it's. I think it's still there because we shot this in July, I think, and so now it's like kind of like a gathering place for a lot of people to kind of, so it feels almost like a kind of a public park. And yeah, sorry, go ahead. Yeah. Donc c'est la 16e rue à Washington, où les lettres Black Lives Matter ont été écrites en jaune au sol comme ça, et c'est un lieu qui ressemble aujourd'hui un peu à un parc public. C'est devenu un lieu de rassemblement. Je suis pas sûre que les lettres soient encore là. On a filmé en juin, mais donc voilà, c'est un endroit de rencontre qui a tout l'air d'un parc public. Yeah. Go ahead. Yeah. Et vous dites souvent que vous faites des films pour les gens qui font les films avec vous. Et justement, si vous pouvez nous parler un petit peu de la collaboration avec Jalil, et aussi parce qu'on sent bien à travers le film qu'il y a un mouvement comme ça, que le film commence un peu, les mouvements de caméra suivent un peu les arabesques du patineur de plus en plus, et que le film commence à danser avec lui. Si vous pouvez nous parler un petit peu de cette collaboration. So we'd like to know a little bit about your collaboration with Jalil, because you always say that you make movies for the people that you make the movies with, and we can feel that the film starts to follow the rollerblading arabesques around, and that slowly the film begins to dance with him. So if you could tell us a little bit about your collaboration with him. Yeah, when I was thinking of I was making films about, because everybody's quarantined in the summer. So I was making films about the summer. So I have a lot of footage of fireflies, peonies, flowers, things that, only bloom that I'm so familiar with that reminds me of summer. And then in this particular summer, with all the uprisings going on, I wanted to kind of mark the summer by having a roller skater skate in that area. So I had to relearn how to rollerblade myself, because I'm on rollerblades, which I'm not very good at anymore because I'm an old man. But the only smooth parts, I was hoping to rollerblade all around the Black Lives Matter plaza, but the street is too rough, and the only smooth part was the I and S of lives, So that's the only area that we could kind of skate, whatever. But so our only collaboration was I was telling him to go ahead. I'm sorry. I'm just blabbing. Go. You can. Yeah. Sorry. You can finish your sentence if you want. Oh, well, I mean, in some parts of Black American
culture, like roller skating is part of a dance and it's kind of a social kind of gathering. So I wanted something to be almost kind of a celebration, but also playing with painting, like figure ground space relationship. Like the figure is in the way of the ground pretty much. The landscape is important, but the figure kind of blocks the landscape in a weird way. So that's the strategy. Yeah. Donc je travaillais à faire des films cet été, qui était un été particulier à cause des quarantaines et des choses mises en place. Et donc je faisais des films comme ça qui avaient à voir avec le moment estival. J'ai filmé beaucoup de lucioles, beaucoup de pivoines, qui sont des fleurs que j'associe avec ce moment-là. Et donc j'ai eu cette idée, je voulais filmer un patineur sur la place de Black Lives Matter. Et donc c'est vrai que moi j'ai dû réapprendre à patiner parce que je filme sur des patins moi-même, mais je suis plus aussi douée qu'avant parce que je suis vieux maintenant. Et en fait, donc l'idée de base était de filmer tout autour de la place. Simplement, le sol était pas assez, ne permettait pas de mouvement assez fluide parce que il y avait des crochets sur le sol, et les seuls endroits où on pouvait patiner et où la caméra restait stable, c'était le I et le S. Et donc et aussi c'est de penser à la place du patin dans la culture afro-américaine, quelque chose qui est vachement intégré dans des danses et dans des moments comme ça sociaux et de joie. Et de filmer comme ça ce corps qui obstrue un peu à la vision du paysage tout entier, alors que le paysage est ce qui est important soi-disant, et en même temps il y a ce corps comme ça que je suis. Donc c'est une pure coïncidence si ce sont le I et le S qui sont les lieux du patinage, et que le I et le S évoquent aussi le singulier et le collectif. Apparemment, il y a un problème de son. Can you hear Asia? So is it a coincidence then that the I and the S are the only places that you can film, and that these two letters kind of bring us to this question of the singular and the collective? Yeah. It was just the smoothest part of the street. So there's no coincidence. It was the safest part to roller skate for me, actually, not for the roller skater, but mostly for me to be on roller skates. Yeah. So, but anyway, but you're right. It is the kind of singular, so to speak. So like that was the whole ideal of it, like the title just came from that. Yeah. Because those are the two areas. Yeah. Donc oui, c'était une rencontre heureuse parce qu'en effet, c'était d'abord que c'était une question de sécurité de tournage où le patineur lui-même n'aurait pas vraiment eu besoin, mais pour moi, c'était plus safe de tourner à ces endroits-là. Et en même temps, c'est vrai que le titre vient de cette relation-là entre le singulier et le collectif. Peut-être une dernière question, si on a le temps. Vous parlez pas vraiment de votre cinéma comme un cinéma militant, mais c'est vrai qu'avec des formes aussi minimales comme ce court-métrage, on peut pas s'empêcher d'y voir peut-être d'une certaine manière une forme d'allégorie. Et en même temps, je sais pas si c'est quelque chose duquel vous vous rapprochez. Mais en revanche, si c'est pas le cas, est-ce que ça vous intéresse de savoir un peu ce que les gens y projettent, et est-ce que vous savez un peu ce que les gens peuvent y projeter? So you don't really speak of your cinema as activist cinema per se, but with short forms like this and it being so minimal, it's difficult not to see some forms of allegory in it. Is that something that you feel close to? And if not, are you interested or aware of the sorts of things that people might project onto your film? Yeah, I'm kind of aware of them, but I don't kind of pay attention to them, so to speak. Like I just try to make it there's elements of that in there, but it's mostly formal qualities that get me to make films. And then I always like the whole idea of the figure blocking the landscape, and then and actually marking the landscape, so to speak. So that was a kind of strategy for that particular film. But of course it's going to be there, without a doubt, because of the summer and that particular landscape, so to speak. But it was mostly that kind of formal exercise of see if I can do this. Yeah. Donc oui, je suis au courant, même si je n'y prête pas beaucoup d'attention. Pour moi, c'est vraiment des qualités, des exercices formels qui mettent le tournage en cours, et vraiment cette question de la figure, de la silhouette dans un paysage bien particulier, et l'été, et le fait d'avoir tout ce processus avec les patins. Donc oui, pour moi, c'est plutôt un exercice formel, même si je suis bien au courant que au visionnage, les gens vont projeter certaines choses.
Bon, ben merci beaucoup, Kevin Jerome Everson, d'avoir été avec nous pour ce petit moment d'échange. Et à très bientôt. Thank you very much for being with us for this short moment of exchange, and see you very soon. Yeah, hopefully I can be there next year. I'll have new stuff next year for sure. Yeah. We hope so too. Bonjour Yann. Bonjour. Pour commencer simplement, est-ce que vous pouvez nous raconter la rencontre avec Matt et puis l'endroit où s'est noué le désir de ce film? Alors Matt, je l'ai rencontré il y a maintenant presque 5 ans. Je traversais les États-Unis en stop avec ma caméra à la recherche de sujets sans forcément avoir d'idées préconçues d'un film ou de personnages. Et je faisais du couchsurfing à la fois pour rechercher des personnages et à la fois pour dormir à bas coût. Et donc un jour, je débarque chez Matt, alors que sur son profil couchsurfing, il n'y avait pas du tout marqué qu'il était flic, juste qu'il travaillait pour le gouvernement. Et donc j'arrive chez lui, il me dit qu'il est policier, je vois cette énorme voiture de flic. Et alors que je devais repartir le lendemain très vite pour arriver à New York, j'ai né le désir de le filmer, et de filmer son métier. Et donc je suis resté 24 heures avec lui le lendemain, enfin toute la journée de travail. Et c'était une journée incroyable où j'ai vraiment été au plus près, au commissariat avec tous ses collègues. Et j'ai aussi découvert un petit peu ses questionnements sur son métier et son désir de parler. Voilà. Et donc je suis rentré en France avec ces images que j'ai montrées à un producteur avec qui j'ai développé un autre film, Bastien et Ouzan. Et pendant des années, on en a parlé comme ça, c'est resté un peu dans les tiroirs. Et un jour, j'ai eu l'occasion de repartir aux États-Unis pour travailler avec une artiste, Cécile Hartman, sur un film qu'elle faisait aux États-Unis, sur un road movie dans les réserves indiennes et sur le pipeline Keystone XL. Et j'en ai profité pour rester. J'ai écrit à Matt et je lui ai demandé est-ce que je peux venir filmer, je peux venir 15 jours chez toi. Il m'a dit pas de problème, viens. Et donc j'ai débarqué chez lui 3 ans après l'avoir vu pour la première fois. Et il m'a accueilli en civil, dans son gros 4x4, avec son flingue posé sur le pare-choc. Et il m'a dit qu'en ce moment, il y avait toute sa famille chez lui et que c'était le chaos. Et il m'a regardé en me disant ça va être bien pour ton film. Donc en 2 secondes, tout était dit. C'est-à-dire que voilà, il acceptait que je sois là pour tout filmer. Donc, voilà. Et alors justement l'idée de faire de la voiture, parce que c'est un peu plus qu'un décor évidemment, c'est presque une sorte à la fois de studio mobile, de confessionnal, d'image aussi, on va y revenir, de ce qu'est le rapport au monde de Matt. Cette idée-là, vous l'aviez justement avant d'initier ce deuxième tournage ou vous avez filmé d'autres choses et finalement c'est le montage qui a décidé qu'on allait rester dans la voiture? De facto, en fait ce que j'avais déjà filmé c'était dans la voiture, donc c'était déjà une déambulation en huis clos. Ensuite, j'allais rester 15 jours, donc en fait, je ne savais pas s'il allait en ressortir un film. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai filmé le premier jour à l'épaule, en filmant un peu tout. Mais c'était pas très propre, j'avais pas trouvé la place de la caméra. Et c'est que le deuxième jour, j'ai harnaché la caméra au-dessus de moi, côté passager, et que j'ai trouvé le film en me disant, voilà, la place de la caméra, elle est là. J'ai le temps de le regarder. Je le mets en scène en le cadrant, voilà, je le mets en cadre et là tout est apparu. Mais j'ai quand même continué à filmer chez lui, au commissariat, dans ses jours de congé. On est même allé tirer, il m'a appris à tirer. Enfin, en fait, j'ai tissé des fils un peu partout. J'ai tourné plusieurs films, disons. Et au montage, ça a été très clair. En fait, très vite, quand on a montré avec Faustine Cross, la monteuse, une première version au producteur, tout le monde a dit c'est dans la voiture, allons vers quelque chose de radical et qui parle plus. Et au moment où vous avez commencé à tourner, vous aviez l'impression et puis le désir de filmer l'institution avant tout, ou est-ce que vous avez pressenti quand même très vite qu'il y avait un personnage au-delà de ça? Oui, non, un personnage. C'était avant tout l'homme que je voulais filmer. Après, forcément, j'étais poussé par le désir de filmer cet archétype du policier. Mais c'était pas du tout, j'avais pas une volonté de filmer un flic, un policier, c'était pas mon désir en quelque sorte. Mais quand bien même je filme quand même depuis des années des figures masculines qui recherchent leur identité à travers leur virilité. J'ai fait des films sur le rugby beaucoup avant.
Et donc c'était pas un hasard si je me tournais vers un policier qui représente l'ordre et qui est détenteur d'une forme de violence, de pouvoir. Mais c'était vraiment, après voilà, le film il est né de la rencontre tout simplement, de lui parce qu'il désirait être filmé quand même, hein. Il avait quand même une ouverture vers moi, comme moi j'étais intéressé par lui, donc le film il a découlé de cette rencontre avant tout. Et néanmoins, quand on filme justement une figure aussi archétypale, comme vous disiez, on la filme aussi à travers tout un tas d'images qui peuvent aider, qui peuvent polluer. Comment est-ce que vous êtes débrouillé avec ces images-là qui pouvaient faire écran aussi? Je me suis pas laissé, pollué par ça. Après, moi, j'aime beaucoup le cinéma américain. J'ai grandi avec ça aussi, donc j'ai pas été... j'ai pas essayé de me protéger. Je filmais de façon très naturelle cet homme. Bon, forcément, j'étais très fasciné par tout ce qui se passait et eux en jouaient aussi. Hein, donc forcément, il est américain, il joue. Enfin, avec la caméra, il y a quelque chose de tout d'un coup, c'est son moment. Donc non, j'ai pas été dérangé outre mesure. Et sa grande anxiété qui est très émouvante dans le film, son rapport très très anxieux aux choses, et qui d'ailleurs là aussi finalement on peut amener ça sur le terrain d'une paranoïa collective qui serait typiquement américaine, et puis en même temps il y a quelque chose, il y a une fêlure beaucoup plus intime. Ça fait partie des choses qui ont été des découvertes pendant le moment du tournage, vraiment, ou... je la savais, ça. Donc vous comptiez la filmer aussi? Oui, complètement. Dans mes rushs de notre première rencontre, il me disait, je fais du couchsurfing. Non, alors il commençait en disant, ce métier nous fait du mal. On soupçonne tout le monde, toutes les personnes, ça nous coupe du monde. Et lui, il dit, moi j'ai trouvé le couchsurfing et ça m'a sauvé, en fait. Donc il prenait le couchsurfing comme une thérapie, en fait. S'amarrer de nouveau à l'autre, quoi. Il disait, je m'oblige à accueillir des inconnus chez moi pour redécouvrir que l'humanité est bonne. Il m'a dit ça le premier jour. Donc moi, je savais directement qu'il y avait un personnage très fort et qui avait envie de parler de ça. Après, il était, je savais que j'allais arriver là. Mais qu'autour de ça, il y avait je voulais le laisser jouer le flic. C'est-à-dire tous les matins dans sa voiture, en tournant, il se retournait vers moi, il me disait « Today is a new day, we don't know what will happen, maybe everything, maybe nothing ». À chaque fois, il était en train de jouer. Je l'ai laissé jouer. Après, au montage, on est allé très vite vers les moments où il lâchait, où il était moins en maîtrise. J'allais dire, le film commence d'ailleurs tout de suite dans cette espèce de conscience tragique. Assez bouleversante, parce qu'il commence tout de suite en disant justement avec la même amorce, en disant chaque jour commence et voilà, et en fait il termine là en disant on ne sait pas si c'est le jour où on va mourir, quoi. Oui, ça c'est un des derniers jours de tournage, en fait, parce qu'on a fait énormément, on a beaucoup parlé. Moi je suis allé je l'ai interrogé sur tous les sujets, on a parlé des armes à feu avec ses collègues, moi j'ai fait vraiment beaucoup de choses. Et donc oui, cette phrase, on a décidé de la mettre au début aussi pour ouvrir le film sur la mort et la finir aussi avec une autre mort qui n'est pas celle qui l'attend. Et donc, je ne sais plus exactement ta question. Non, mais c'était ça, oui, c'était le fait de commencer avec ça. Mais il est en maîtrise quand il dit ça, hein, c'est-à-dire que pour lui, c'est une mission, il est vraiment en mission... c'est le sentiment que ça donne, c'est que c'est presque... cette conscience tragique fait partie de sa mission, et puis on peut pas être policier et partir du principe qu'on est là pour défendre la communauté contre le mal si on ne croit pas très fortement à l'idée que le mal est caché derrière. Et d'ailleurs, ça c'est quelque chose qui est très fort, qui est très beau aussi dans le film, c'est que ce paysage très très uniforme de la banlieue d'Oklahoma City qui défile comme ça derrière la fenêtre, justement, il est très uniforme, très indifférencié, et on a vraiment l'impression qu'il tourne en rond. La patrouille, c'est quand même vraiment ça, quoi. C'est-à-dire qu'il fait du surplace pendant une journée entière, quoi. Oui, ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Donc c'est Yukon, c'est une petite bourgade en banlieue d'Oklahoma City. Et donc la patrouille sans fin, en fait, il tourne. Donc j'avais conscience de cet aspect géographique qui allait construire le film un petit peu où on tourne en rond, en fait.
Et d'ailleurs, au début, le film finissait sur où il revenait chez lui, il fermait la porte de sa voiture, il reprenait toutes ses affaires, et il me laissait dans la voiture, donc ça se clôturait comme ça. Et c'est que le dernier jour qu'on a décidé de finir que sur ce plan-là, final. Mais là, en l'occurrence, le décor vous offre aussi un... Ouais. Parce que le film se termine aussi beaucoup là-dessus, quand même, sur l'idée de cette rivière qui déborde. Ouais. Et vous lui faites remarquer que cette question de la pression qui a besoin d'être relâchée le concerne aussi. Oui, bah c'était la saison des tornades. Donc il y avait des tornades tous les jours. Il y en a une qui s'est abattue un soir à 10 km, qui a rasé un motel. Des personnes sont mortes. Donc c'était quelque chose aussi de très angoissant pendant tout le tournage. Donc très vite, moi je me suis dit que ça allait être un aspect, l'aspect atmosphérique allait donner un côté dramatique au film qui allait me servir. Et puis comme il est très cérébral aussi, donc il y avait cette idée qu'on était un peu, on planait un petit peu dans les nuages avec lui, et que toute cette eau qui se déverse sur sa voiture, sur sa carlingue, c'était aussi lui. Et oui, c'est vrai qu'à la fin, on a vraiment assumé le côté dramatique et toute la puissance du cinéma à travers la musique de Gaspar Klaus, qui est très belle. Je suis très content d'avoir travaillé avec lui et qui vient à un moment donné un tout petit peu soulever tout ça et pointer du doigt l'émotion. Voilà. Et évidemment, on est complètement fasciné par sa présence à l'écran. En même temps, vous effacez pas tant que ça, finalement, mais c'est aussi c'est quelque chose qui vous est un peu imposé aussi par son activité. C'est-à-dire qu'il y a quand même un ou deux moments dans le film où vous retrouvez partie prenante, d'une manière un peu qui a dû être un peu embarrassante aussi pour vous, peut-être. Comment est-ce que ça s'est joué, cette question de votre place qui à la fois été prédéterminée par la voiture et en même temps... Elle m'a beaucoup posé problème, cette place, parce que j'ai pas l'habitude d'être à côté des flics, des policiers. Mais le premier jour, j'étais caméra épaule et je l'ai accompagné dans des appartements, chez des gens qu'ils allaient arrêter, tout ça. Et tout d'un coup, je me suis dit, mais comment je fais pour filmer ces gens ? C'est au point de vue moral et même juridique, je savais même pas. J'avais aucune autorisation. C'était vraiment très. Puis eux, ils arrivaient avec leur gilet pare-balles. Moi, j'étais avec mes baskets, mon t-shirt, et c'était assez étrange. Et en fait, très vite, tu peux me répéter le début de la question ? Excuse-moi. Non, mais je pense à des moments spécifiques dans le film, par exemple, quand justement, quand la première fois qu'il descend de la voiture et qu'il vous explique, voilà, s'il devait m'arriver quelque chose, et soudain il vous donne le relais de sa fonction, ce qui est quand même très intimidant, quoi. Oui, tout à fait. Oui, ça fait vraiment quand même complètement partie du film, le moment où il m'inclut dans le drame qui potentiellement va arriver. Moi, j'étais même quand les personnes arrivaient à l'intérieur de la voiture, j'étais très mal à l'aise d'être de son point de vue. C'est pour ça que j'ai aussi décidé de les laisser hors champ et de pas les filmer. Très vite, je me suis dit au cours de cette première journée, hors de la voiture, je me suis dit je vais pas filmer les gens, je peux pas les filmer d'un point de vue moral surtout. Et donc voilà, j'ai décidé vraiment de les laisser hors champ et de traiter ça comme ça. Ouais. Pour conclure, une question alors qui est vraiment un peu la tarte à la crème des Q&A comme ça, mais qui me semble justifiée ici. S'il a vu le film, qu'est-ce qu'il a pensé de ce regard sur sa vie de policier ? Il a... alors c'était un peu stressant parce que je lui ai envoyé et puis il m'a pas répondu de suite. Et en fait, il a regardé avec sa femme, il est remarié là depuis 2-3 ans avec une Colombienne qu'il a rencontrée en couchsurfing. Donc c'était le renouveau de sa vie. Et en fait, elle a adoré et elle a trouvé qu'elle avait un mari formidable, donc il m'a dit qu'il était très content. Une belle conclusion. Voilà. Merci beaucoup. Mais merci à vous. Et on reçoit donc Pascal Baudet pour Balai. Bonjour. Alors, une première question sur ce film qui commence avec un conte. Alors le conte est un peu plus qu'un levier, c'est un outil, on va en reparler probablement, mais j'aimerais simplement en savoir un tout petit peu plus sur ce conte, sur l'origine de ce conte et peut-être aussi sur sa place dans le désir du film. Est-ce que tout est parti de l'idée d'utiliser ce conte ou est-ce que le conte a été plutôt un moyen de faire autre chose avec ce personnage ? Non, le conte c'était le... Le principe du film, enfin le principe c'était de faire un portrait de ce garçon, cet homme, et qui se plaignait souvent du fait qu'il n'aimait pas son travail. Et le conte sur lequel je suis tombée
partait du principe qu'un tailleur de pierre n'était pas satisfait de son état. Donc, c'était cette mise en parallèle arbitraire sur laquelle j'ai souhaité construire le film. Après, qu'est-ce qu'allait arriver ? C'était un peu arbitraire, un peu abstrait. Il fallait construire quelque chose à partir de ça, de cette rencontre entre deux choses, enfin un individu et un conte. D'accord. Est-ce que vous diriez, du coup, à cet égard, que le film lui-même est un... Enfin, disons que ce conte-là, en tout cas, c'est un vrai conte moral. On est vraiment en pleine philosophie morale, il y a une conclusion, etc. Est-ce que vous diriez que le film lui-même a une morale, de ce point de vue-là ? Une fois le conte filtré, digéré par le parcours du personnage, disons. J'espère que... Moi, je ne sais pas si le conte a une morale. Ce qui m'importait, c'est que Laurent se l'approprie et qu'on s'intéresse à ce qu'il pouvait en tirer, ou en tout cas, comment il pouvait se l'approprier. Moi, je ne sais pas du tout si le conte a une morale. Il me semblait... Parce qu'en plus... Lui, en tout cas, se pose, disons que c'est peut-être aussi la première chose que ça lui inspire, c'est qu'il interroge la morale du conte. Quand il en parle à ses deux filles, quand il en parle à sa femme, il l'interroge aussi pour savoir si cette morale est censée lui parler. C'est-à-dire que si lui est à l'image du fameux tailleur de pierre, est-ce qu'il est un insatisfait comme lui ? Est-ce qu'au contraire, c'est comme il le dit très joliment à un moment, le parcours de ce tailleur de pierre à travers toutes ses autres possibilités de vie, c'est un apprentissage à chaque fois, et qu'au fond, c'est presque... Enfin, il le lit comme ça à un moment, je trouve ça assez beau. Finalement, il redevient tailleur de pierre, mais avec l'expérience de toutes ses autres vies possibles. Et c'est un peu le magicien d'Oz, quoi. C'est-à-dire qu'il découvre à la fin que c'est bien d'être tailleur de pierre et que voilà, c'est la maison, quoi. Je pense qu'il a évolué par rapport à la réception de ce conte. Au début, quand il le lit, enfin non, en amorce, en introduction, il demande « mais où est-ce que tu as trouvé ça ?» comme si ça lui était complètement étranger. Ensuite, quand il le lit, c'était vraiment le moment où il découvrait. Il part sur je dois être content de mon état. Puis au fur et à mesure, comme le film s'est pas tourné sur une semaine, il a évolué par rapport au conte. À un moment, c'était formidable. Finalement, on passait d'un état à l'autre et donc on n'était jamais comme avant. Puis à la fin, il a l'air un peu plus dépité. Enfin, il y avait un rapport qui était pas constant à ce texte. J'allais presque dire les aventures de ce conte, parce que ce conte voyage dans le film, c'est presque ça, finalement, dans ce film, les aventures de ce conte à travers les trajets de Laurent. Il y a quelque chose d'assez insistant sur l'idée, peut-être plus que de la marche, de la promenade. Il y a vraiment cette notion d'une marche pas très orientée, enfin on ne sait pas trop où on va, voilà. Qui d'ailleurs donnait la direction de ces promenades ? C'est-à-dire est-ce qu'à ce moment-là vous jouiez pleinement votre rôle de cinéaste en guidant les pas du personnage, ou est-ce que vous laissiez guider par lui justement ? Il habite à Douvres-la-Délivrande et pour aller à la mer, il y a un chemin. Et donc c'est le chemin de promenade qu'il fait avec son chien. Après, pour la première partie de la question... c'était vraiment l'idée que ce conte fallait un décor. Enfin, de toute façon, il fallait bien avoir un personnage, un décor et plus ou moins un sujet ou une histoire. Et donc là, la partie paysage était de fait très importante parce que c'est toujours la même chose. On part de son appartement et le chemin, c'est le lieu où on s'approprie le conte, où il s'approprie, soit du point de vue peut-être du ressassement ou de la méditation, soit aussi plus de s'approprier vraiment... physiquement pour incarner éventuellement les éléments dont il est question dans le conte. Mais vous parlez du moment où il est seul en fait, c'est ça la première oui, marche. D'accord. Puis après on arrive à la plage, alors soit il est tout seul, soit il est accompagné, donc c'est le lieu d'un dialogue. Et le lieu de la promenade, c'est le lieu où il est seul, enfin il y a le chien, et il est seul avec le conte. Et c'est ce lieu plus solitaire où on réfléchit. D'accord. On médite, je sais pas, on se promène et on réfléchit sur le sens de la vie. Alors justement, vous dites qu'il est seul. Dans vos précédents films, vous étiez un peu plus présente on sentait un peu plus votre présence dans les interactions avec les gens que vous filmiez. Ici, pas du tout, justement. Est-ce que cette question-là s'est posée justement de votre place à vous dans le film fini, puisque là, vous disparaissez complètement? C'était dès le départ, j'avais décidé que cette fois-ci, je ne jouais pas, puisque d'ordinaire, je joue dans quelques petits films. Et
là, j'avais décidé de ne pas apparaître ni au son, ou encore moins à l'image, si bien que Laurent se sentant un petit peu seul, j'ai trouvé des relais avec qui on avait établi un certain nombre de points à aborder. D'accord. C'était assez préparé. Vous parlez des 3 autres personnages de ces Voilà, 2 filles. Des 3 femmes. D'accord. Et en même temps, alors, vous n'êtes pas là et vous êtes là quand même d'une certaine manière, puisqu'il y a une sorte de jeu de distance un peu élastique aussi par rapport à votre position. C'est-à-dire que quand il part en balade, justement, puis quand il marche avec les autres, il y a plusieurs moments comme ça dans le film où vous le laissez partir, presque comme si le film le rendait à la vie pendant un moment, et puis tant qu'il revienne ou retourne le chercher. Voilà. J'aimerais bien savoir un peu plus sur ce qui s'est joué dans cette distance, justement. Là. Pourquoi est-ce que vous le laissez partir comme ça parfois ? Je sais pas quoi répondre. Vous ne savez peut-être pas, après tout, mais... Parce que je vais pas le suivre tout le temps. D'abord, c'est fatigant. Parce que donc, oui, j'étais toute seule avec des fois 2 boîtiers HF sur la caméra. C'est assez instable, notamment à la fin. Le plan est extrêmement chaotique. Mais je pouvais juste pas suivre, quoi. Enfin, c'était trop compliqué. Et puis... je sais pas, c'est pas très réfléchi ça en revanche. Non. Et le chien, parce que vous suivez le chien aussi. On suit ce qui bouge. Bah oui, mais ce qui vit. Parce que c'est presque un appendice au conte, ces moments-là, quoi. On a presque l'impression, vous voyez, puisque la question, c'est aussi la question de la ligne qu'on suit, de la vie, du destin, etc. Et puis soudain, il y a ces embardés. Vous voyez, on suit le chien, on ne sait pas où va le chien, mais... Enfin, bref, voilà, c'est peut-être moi qui théorise aussi un peu beaucoup sur ce film qui est... Mais, voilà. Donc ces moments avec le chien, vous avez simplement suivi ce que vous aviez envie de filmer à ce moment-là, et puis ce qui... Très bien. Y a là aussi, je pense à vos précédents films. Vous avez l'occasion, je crois, de dire assez souvent que vous aimiez filmer de grands sujets à travers des objets un peu minuscules ou miniatures, je crois, vous aviez dit. C'est ce qu'on retrouve un petit peu ici. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose autour du travail, surtout du rapport qu'on a au travail, de ce que peut le travail, de ce qu'on demande au travail, voilà, toutes ces questions-là qui vont du désir de travail aux besoins, etc. Est-ce que vous avez l'impression effectivement de creuser une question de film en film et de la continuer là ? Sur le travail ? Ouais. Oui, enfin, c'est vrai que ce qui est peut-être constant, c'est qu'à chaque fois, c'est prendre un détour qui, a priori, est assez anodin, voire pas très... une balade. Ouais. Pour parler du travail, c'est un peu paradoxal. Et, oui. C'est paradoxal et en même temps, c'est un... Moi, ça me donne le sentiment aussi que c'est envoyé par rapport à un cliché documentaire qui consisterait à imaginer qu'on filme et puis la vie vient et se montre. On a l'impression que là, finalement, effectivement, le film est avant tout un portrait de lui, mais ce levier du conte, c'est quelque chose qui permet j'ai presque envie de dire, d'attraper la vie au passage. Enfin, il y a quelque chose... parce que c'est des personnages aussi qui, justement, quand vous les laissez partir, qui passe comme ça. Enfin, on a l'impression que c'est un portrait qui se construit peut-être pas par la bande en tout cas, mais qui a cette espèce d'ancrage du conte, et puis qu'en fait vous êtes là pour attraper autre chose, quoi. Non, par la bande, c'est bien. C'est effectivement ça. D'accord. Enfin, c'était le cadre était très strict. Alors après, il faut laisser un peu d'air. Je me posais une question sur la musique aussi, qu'on entend peu dans le film, mais qui est très présente et qui termine notamment le film. Quelle direction avez-vous donné c'est Olaf Hund, je crois, qui a fait la musique. Oui, Comment c'est Olaf Hund. Comment est-ce que vous avez discuté de ce qu'était votre désir là-dessus? Je lui avais demandé un morceau plus électro. Je ne connais pas grand-chose à ce genre de musique. Et... il m'avait donné les stems, en fait. Tout. Il n'était pas très content parce que j'avais un peu bidouillé. Qu'est-ce que je pourrais dire d'intéressant ?
Non, il n'y a que trois moments, en fait. Le premier moment, ça permet de scander ce récit. Le second, c'est un peu plus magique, peut-être, plus sur les idées qui deviennent vraiment plus mélancoliques. Puis la fin, c'est pour donner du corps à cet énorme plan séquence. Et c'est aussi, comme tout le film est une forme de variation dans la répétition, c'est peut-être aussi pour donner l'impression que ça pourrait durer encore comme ces cycles qui recommencent toujours. Donc la musique, à ce moment-là, avec les effets qui sont quand même assez massifs, c'était pour donner encore plus, comme on n'entend plus le son, l'idée qu'on pourrait encore parler du sens de la vie pendant des minutes ou des mois ou des années. C'est ce que j'allais dire, ça pourrait faire une question conclusive. Est-ce que cet exercice de réflexion là, dans le film l'a changé, Laurent, ou est-ce qu'il a continué à y réfléchir ensuite? Est-ce que ça... Ah oui, il m'avait dit qu'il avait repensé au conte. Ça devient presque un caractère, du coup, de celui qui doute ou qui se pose des questions, un peu toujours les mêmes, mais qui évolue et qui change quand même. Merci beaucoup. Merci à vous.